Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au référentiel des bonnes pratiques. Nous allons maintenant aborder le chapitre de l'instrumentation de la formation ouverte à distance. Avec moi sur ce plateau, Jacques Perrondet, responsable d'ADO. Bonjour. Et Jacques Neymarck, responsable de Savoir Interactif et en même temps chef de projet sur ce référentiel. Alors les pédagogies et la technologie font-elles bon ménage? Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques témoignages là-dessus et après vous réagirez. Bon, il y a les technologies qui interpellent fortement, plutôt les financeurs d'ailleurs, qui pensent globalement que les technologies sont des solutions pour résoudre des problèmes comme la distance, comme la dispersion géographique, comme la rareté de l'expertise, etc. Les résistances des formateurs à utiliser les nouvelles technologies s'estompent parce que les jeunes générations arrivent. Donc il n'y a pas la résistance à la machine, où les gens ont eu de la formation, donc ils sont un petit peu plus familiers avec la machine, on va dire. Alors Jacques, j'ai entendu dire que cette partie de référentiel là était un petit peu difficile à accoucher, on pourrait dire. C'était bien plus qu'une difficulté de rédaction. En l'occurrence, c'était une difficulté à penser la place de la technologie dans les dispositifs de FOAD et d'une façon plus générale, les relations conflictuelles ou difficiles entre pédagogie et technologie. Pour une raison simple, c'est que les pratiques pédagogiques, c'est des cycles longs, et technologie, c'est plein de ruptures, c'est plein d'évolutions, c'est plein de transformations rapides. C'est un peu le mariage de l'eau et du feu. Alors, il y avait cette difficulté à la pensée au point de se demander si on allait donner à la technologie un statut transversal aux différents processus ou si on allait en faire un processus. Et en dernière instance, on a pensé qu'il y a bien une transversalité de la technologie, mais c'est quand même également un processus à part entière qu'il faut prendre en compte. D'accord. Jacques Perrondet, toi, il me semble que tu viens de la technologie. Oui. Et alors, ces tensions entre ces deux mondes, là, les pédagogues, les technos, les deux tribus, là, comment elles cohabitent aujourd'hui? Il y a 15 ans, je suis rentré par la techno pour des raisons très simples, c'est que les solutions sur lesquelles on demandait d'intervenir, la formation classique était incapable d'assumer. Et aujourd'hui encore, quand je regarde un téléphone mobile, ça me donne des perspectives d'outils de formation nouveaux. Donc, c'est une entrée qu'on ne peut pas négliger. On doit conjuguer dans la démarche à la fois les aspects technologues, les aspects pédagogues, et si on peut, économiques, politiques, etc. Voilà. Là, la démarche est effectivement beaucoup plus fructueuse. D'accord. Mais alors, le pilote dans l'avion, dans tout ça, quand il y a un projet comme ça, c'est plutôt des responsables, des technologues, c'est plutôt des pédagogues qui pilotent des projets comme ça? Alors, ça dépend de la taille du projet déjà, mais souvent c'est un groupe. Et à la tête de ce groupe, il y a quelqu'un qui a été dans l'autre monde. Donc, qui est un technologue venu à la pédagogie, un pédagogue qui connaît bien la technologie, et quelque part qui est capable de créer le dialogue. Donc moi, ce que j'entends, Jacques, c'est que le pilote, il doit au moins avoir, lui, la double compétence d'une certaine manière. Oui, au minimum. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement c'est un nouveau métier, que les formateurs, il faut refonder complètement le travail qu'ils font à partir du moment où ils utilisent des outils qui mettent en jeu la distance, Internet, etc. Voilà. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est une suite logique du métier de formateur, qu'on prend d'autres outils, un peu plus modernes, entre guillemets, et qu'on met en œuvre les mêmes choses et les objectifs restent à peu près les mêmes. La tentation, ça serait de se servir du vecteur comme le fond du problème. C'est-à-dire que le vecteur changerait les réponses que l'on fait en matière de formation. Est-ce qu'on est encore maître de sa pédagogie? Est-ce qu'on exécute la pédagogie? Est-ce qu'on doit devenir des prestataires de quelqu'un d'autre qui l'organise et qui le vend? Donc ça, ce sont des questions qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Très souvent, l'introduction des nouvelles technologies a focalisé le débat sur les tuyaux, c'est-à-dire les outils, les compatibilités d'outils, les équipements, les infrastructures. Et on a un petit peu mis de côté la question de la compétence des acteurs. Je trouve tout de même que l'accompagnement des formateurs est très faible en France. Oui. Comment je peux prendre un monsieur qui a l'habitude de faire un cours en face à face et lui faire accepter tout ce que veut dire intégrer ces nouvelles technologies, c'est-à-dire être capable de gérer les gens autrement, être capable d'être utile quand même, d'être heureux de cette façon-là, ce qui n'est pas du tout évident. Et là, il y a tout un travail de réflexion, de management, de formation qui
qui est difficile et devant lesquels aujourd'hui, je puis vous dire que beaucoup de centres de formation hésitent et reculent. Beaucoup de dirigeants ne savent pas comment aborder cette question. Alors Jacques, réaction par rapport à ces témoignages? On a l'impression que les outils semblent être imposés. C'est pas vrai. Les outils doivent être choisis, doivent être appropriés, et pas que par les formateurs, par les apprenants également. C'est pas la peine de leur imposer un travail sur une machine s'ils ne connaissent déjà pas l'emploi de la machine. Donc effectivement, ce sont des choses auxquelles il faut complètement penser d'abord, en sachant, comme toujours dans ces processus, en plaçant les gens qui vont s'en servir, qui vont être les acteurs du système, au centre de la conception. À partir de là, on a beaucoup moins de problèmes dans l'instrumentation et dans l'évolution des compétences, parce que forcément, on intègre cette dimension de conduite du changement dans la démarche instrumentale. D'accord. Et alors moi je suis formateur, je peux quand même sentir qu'on m'impose quelque chose, quand même là-dessus, qui me tombe dessus, je dois faire comme ça. Oui, il y a des choses qu'il va falloir utiliser. Et puis, il y a des espaces réservés à la pratique du formateur avec la technologie. C'est lui qui adapte, c'est lui qui lisse dans le contexte pour atteindre ses objectifs pédagogiques. On dit que la technologie peut être défaillante, le formateur va la rattraper. Le formateur défaillant, la technologie qui rattrape, c'est rare. D'accord. Alors de l'autre côté, que nous dit le référentiel à ce sujet? En fait, on a décomposé le processus instrumenté en 4 sous-processus. Choisir, mettre en œuvre, maintenir, évoluer. Alors, évidemment, le choix, c'est un moment clé. C'est probablement le plus difficile, le plus délicat, et tous les gens expérimentés le diront. Alors, on a essayé de cerner quels sont les critères de choix. On pourrait citer les éléments de pérennité, les compétences internes pour assurer ces choix. Et puis, dans le sous-processus choisir, il y a une composante importante, c'est anticiper sur un certain nombre de points. Notamment, de savoir qu'il faut intégrer, au niveau budgétaire par exemple, la maintenance. Parce que les problèmes de maintenance en technologie, ils vont se poser. Il faut également penser qu'on sera amené à évoluer, qu'on ne fait pas des choix technologiques ad vitam aeternam. Ça aura une durée de vie et il faut être prêt à maintenir, faire évoluer, éventuellement remettre en cause des choix si l'environnement s'avère différent de celui qu'on avait imaginé. Deuxième difficulté pour conjuguer, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour le faire. Certains disent que la techno est là pour servir la pédago. Regardons. On choisira vraiment les outils les plus adaptés au dimensionnement de son projet. C'est vrai qu'on voit que les pratiques et les niveaux de connaissances au niveau des technologies sont assez hétérogènes. Donc ce n'était pas forcément évident de dégager un consensus. Bon, cela dit, si on pouvait résumer, tout le monde est d'accord pour dire que les technologies, mais bon, ça c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est peut-être bien de le rappeler, les technologies sont là pour servir la pédagogie et pas l'inverse. Les choix technologiques, les choix d'organisation, les choix d'infrastructure doivent être conditionnés au projet pédagogique qui est derrière et à ce que l'on veut faire. Et que au moins l'un des impacts des technologies en formation et de la formation ouverte et à distance d'une manière générale, c'est de faire réfléchir à ces modèles pédagogiques. Alors Jacques, ces témoignages, qu'en dis-tu? Au risque de t'étonner, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui se dit là. C'est-à-dire que mon expérience de pédagogue et d'utilisateur de technologie depuis presque une vingtaine d'années, c'est que, en effet, la technologie, c'est une série de contraintes, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, des opportunités, des possibilités d'enrichir les pratiques de formation. Prenons 2 exemples qui me viennent en tête. D'une part, les environnements d'apprentissage interactifs, disons l'interactivité. Ça permet aux apprenants de faire des erreurs, d'apprendre par essai-erreur au moindre coût, de façon plus efficace. Deuxième exemple, la communication asynchrone. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant l'Internet. Et en termes d'autonomie et d'apprentissage, de maîtrise de son temps pour travailler, pour apprendre, c'est irremplaçable. Et ce n'est pas la technologie suit, là, c'est les possibilités qu'on offre qui n'existaient pas précédemment. Moi j'approuve ce point de vue, Jacques. Toutes les technologies, finalement, n'ont jamais été utilisées pour l'usage auquel on les prédestinait. Ce sont les gens qui les ont employées, qui ont créé l'usage. Et c'est ce qu'il faut observer. Tu parlais les exemples que tu donnais, on rajoute la réalité virtuelle, par exemple. On peut faire des choses formidables aujourd'hui, qui étaient absolument impensables, si on avait raisonné qu'en termes pédagogiques. On connaît le problème pédagogique, on ne savait pas comment le résoudre. Et là, on arrive à avoir des équations économiques et technologiques parfaites. La réalité virtuelle, ça peut coûter très cher.
Regardons un témoignage sur les coûts. La technologie peut coûter, ça c'est sûr, bien que il existe des solutions maintenant qui coûtent moins cher, hein, notamment les logiciels libres. Donc ce qui permettent, notamment au niveau des plateformes, on n'est plus à des prix qui étaient ceux du marché il y a 2 ou 3 ans. Cela dit, ce qui coûte aussi, c'est toute l'ingénierie, donc c'est-à-dire tous les moyens humains qu'il va falloir mettre pour préparer, pour concevoir et le dispositif et les ressources. Donc alors qu'est-ce qui coûte? La techno ou les hommes? Je crois que c'est un problème d'adéquation entre le besoin et la réponse. Si c'est un dispositif ponctuel ou totalement pérenne, pour une petite opération, une grosse opération, c'est par rapport à l'enjeu. Former des gens sur une réplique de centrale nucléaire ou offrir un simulateur sur un micro-ordinateur de la centrale, ça n'a pas le même coût. On va atteindre plus ou moins le même objectif, et il y a une créativité dans la conception qui fait que parfois on va privilégier la technologie, et d'autres fois c'est l'homme qui sera privilégié, et on décline le référentiel dessus, et on maîtrise nos coûts. D'accord, mais est-ce que finalement, parce qu'on voit beaucoup des espèces de comparatifs là, sur la mesure de coût en présentiel par rapport à du coût en e-learning, il y a eu tout un discours là-dessus, est-ce qu'on a les moyens de mesurer finalement en ce moment? Là, je peux répondre que sur des positions personnelles, souvent on mesure l'effet produit, c'est-à-dire on mesure le résultat qui a été atteint. Et c'est ce qui est intéressant finalement, pas tellement ce que ça a coûté à mettre en œuvre, mais si ce qu'on a gagné dans le résultat a produit les effets corrects. Donc la conjugaison technico-pédagogique s'apprend et se décline pour réussir vos projets. Merci et à bientôt.